Mes parents ont détruit ma première start-up et ont donné ses clients à ma sœur. Mais quand mon empire de cybersécurité de 940 millions de dollars a fait les gros titres, maman a envoyé un SMS, dîner de famille. Pas d'excuses. Je suis entré avec. Mes parents ont détruit ma première start-up et ont donné ses clients à ma sœur. Mais quand mon empire de cybersécurité de 940 millions de dollars a fait les gros titres, maman a envoyé un SMS, dîner de famille. Pas d'excuses. Je suis entré avec. La première entreprise que j'ai bâtie avait 12 clients dans un bureau partagé au-dessus d'un magasin de pneus sur Fletcher Avenue. J'avais 25 ans. Le bureau était une porte posée sur 2 classeurs parce que je ne pouvais pas me permettre un vrai. Et le rack de serveur se trouvait dans le placard à côté du chauffe-eau, où il surchauffait 2 fois par mois. Baker et Marsh furent mon premier contrat. $800 par mois pour la surveillance du réseau et des audits trimestriels. J'ai rempli leur formulaire d'inscription à la main parce que l'imprimante était bloquée et mon écriture couvrait chaque ligne de cette page. Il y avait une tache de café au dos, de la tasse que je tenais pendant que l'encre séchait. Je me souviens du poids de cette tasse et de la façon dont le papier se recourbait légèrement sur les bords à cause de la chaleur. Ce formulaire d'inscription était la preuve que quelque chose de réel avait commencé. En 6 mois, j'avais 12 clients payant un total de $14 000 par mois. Ce n'était pas une fortune, mais c'était la mienne. Chaque dollar gagné grâce à des appels à froid, des consultations gratuites et le fait de me présenter dans des parcs d'activités avec un ordinateur portable et un argumentaire que j'avais réécrit 40 fois. Le bureau sentait toujours le caoutchouc du magasin de pneus en dessous, et les dalles de plafond avaient des taches d'eau qui changeaient de forme quand il pleuvait, mais l'entreprise grandissait, et je construisais quelque chose de mes propres mains. Puis mes parents se sont impliqués. Mon père, Benoît, m'a assis à sa table à manger un dimanche après-midi d'octobre et m'a dit qu'Aurore, ma sœur aînée, avait besoin de travailler. Elle avait un MBA d'une université d'État de second rang et un CV qui paraissait mieux sur le papier qu'il ne performait en entretien, et elle était au chômage depuis 4 mois. Il a présenté la suggestion comme pratique. C'est ta sœur, Sacha. Elle a le diplôme de commerce. Tu as les compétences techniques. Mets-la au bureau. Laisse-la gérer le côté client, la planification, la facturation, la communication. Concentre-toi sur ce pourquoi tu es bon. Elle couvre ce que tu ne couvres pas. Ma mère, Juliette, a hoché la tête depuis la cuisine comme si la décision avait déjà été discutée entre eux avant mon arrivée. J'ai demandé si elle était intéressée. Elle a dit, je pense que je pourrais apporter beaucoup. Elle voulait dire à la table des clients. J'ai pensé qu'elle voulait dire au travail. Aurore a commencé un lundi. Elle a été professionnelle les 2 premières semaines. Elle répondait au téléphone, organisait le système de classement, mettait en place un calendrier partagé pour les appels clients. Le 3e vendredi, je suis parti du bureau tôt pour effectuer un audit de sécurité pour un nouveau prospect, et quand je suis revenu le lundi suivant, le bac de l'imprimante contenait une pile de pages encore chaudes. Aurore avait imprimé la totalité du tableau de bord principal des clients, chaque nom de contact, chaque terme contractuel, chaque cycle de facturation, chaque date de renouvellement, chaque adresse email, chaque numéro de téléphone. Elle l'avait imprimé, l'avait ramené chez elle, et la copie qu'elle avait oubliée dans le bac était le duplicata. Elle n'avait même pas essayé de le cacher. Je me suis dit qu'elle était minutieuse. Je me suis dit qu'elle avait besoin de ces informations pour faire son travail. J'avais 25 ans et je croyais encore que les membres de la famille qui travaillaient dans votre bureau travaillaient pour vous, pas qu'ils vous étudiaient. 3 semaines plus tard, mon père a appelé personnellement mes 12 clients. Il a utilisé son nom et sa réputation de 30 ans en tant que propriétaire d'entreprise locale, et il a dit à chacun que la firme de Sacha était en restructuration et que la nouvelle entreprise, Ashford Digital Solutions, gérerait leur compte à l'avenir. Il les a appelés un par un samedi et un dimanche alors que j'étais au mariage d'un ami à 2 heures de route. Le lundi matin, mon téléphone avait cessé de sonner. Le mercredi, 3 clients avaient envoyé des emails de résiliation formelle. À la fin du mois, tous avaient transféré. Ma mère, Juliette, gérait la comptabilité dès la première facture, configurant le logiciel de comptabilité avant même que l'entreprise n'ait un nom de domaine enregistré. J'ai confronté mon père à la même table à manger où il m'avait proposé d'amener Aurore. Il se tenait près du comptoir de la cuisine, les bras croisés, et me l'a dit en face. Tu gères une entreprise de jouets depuis un placard au-dessus d'un magasin de pneus et tu penses être un entrepreneur. Ta sœur a un MBA.
Elle a les relations. Elle a la présentation. Tu as une imprimante cassée et 12 clients qui ne pourraient pas faire la différence. Donne-lui la liste, Sacha. Elle en fera plus que tu n'en ferais jamais. Il l'a dit comme s'il expliquait la gravité, comme si c'était évident. Comme si un jeune homme de 25 ans qui avait bâti une entreprise à partir d'un bureau porte sans investisseur ni argent familial devrait être reconnaissant que sa sœur aînée soit prête à prendre ce qu'il avait fait. Je ne lui ai pas donné la liste. Il l'avait déjà prise. La confrontation était une formalité. Le vol était terminé avant que je n'entre dans la pièce. La start-up s'est effondrée en 3 mois. Je ne pouvais pas remplacer 12 clients assez vite pour couvrir le loyer, et le propriétaire du magasin de pneus m'a donné 30 jours quand je suis tombé en retard sur le deuxième paiement. J'ai passé ces 30 jours à faire des appels à froid à partir d'une liste que j'avais reconstruite de zéro, assis dans un bureau qui ressemblait maintenant à une scène de crime, pitchant à des inconnus tandis que le téléphone sur le bureau, celui qui sonnait 8 fois par jour, restait là à prendre la poussière. J'ai fermé 2 prospects, mais aucun n'a signé avant la date limite d'expulsion. J'ai emballé ma voiture un samedi matin. Le bureau était déjà vide car la plupart des équipements avaient été loués et retournés. J'ai pris mon ordinateur portable personnel, une boîte de câbles et les vêtements que je gardais dans le placard pour les réunions clients. Le formulaire d'inscription était parti. Aurore l'avait pris avec le reste des dossiers clients, et il se trouvait dans un classeur d'une entreprise portant son nom, sur un travail que j'avais bâti. J'ai verrouillé la porte, laissé la clé au propriétaire du magasin de pneus, et j'ai roulé 4 heures jusqu'à une ville où je ne connaissais personne. Parce que rester dans une ville où le nom de mon père était sur les lèvres de chaque client que j'avais perdu n'était pas quelque chose que je pouvais survivre. J'aurais dû les couper à ce moment-là. Je le sais. Mais j'avais 25 ans, j'étais fauché et je recommençais. Et la colère ne s'était pas encore transformée en clarté. Ce n'était encore que de la douleur. Et la douleur ne vous donne pas de plan. Elle vous donne de la distance. Alors j'ai pris la distance et j'ai attendu sans savoir ce que j'attendais jusqu'à ce que le plan arrive de lui-même. J'ai recommencé. J'ai décroché un contrat chez un fournisseur de services géré pour la surveillance du réseau à $12 de l'heure, ce qui était moins que ce que certains de mes anciens clients me payaient alors en tant que consultant. J'ai économisé pendant 11 mois, dormant dans un studio avec un radiateur qui cliquetait toutes les 20 minutes et une fenêtre donnant sur un parking. J'ai enregistré une nouvelle entreprise, Blackwell Cyber Security, et j'ai recommencé à faire des appels à froid depuis une table pliante avec un ordinateur portable et un argumentaire que j'avais réécrit tant de fois que la phrase d'ouverture était devenue une mémoire musculaire. La première année, j'ai signé 4 clients. La deuxième année, j'en ai signé 9 de plus, et j'ai embauché mon premier employé, un analyste à temps partiel qui travaillait depuis son appartement. La troisième année, j'avais un vrai bureau, une équipe de 6 personnes et un contrat avec un système hospitalier régional qui a doublé mes revenus du jour au lendemain. La cinquième année, j'avais Marc, des contrats gouvernementaux, un centre d'opération SOC dans un bâtiment avec mon nom sur le bail et une base de clients qui s'étendait sur 8 États. La septième année, lorsqu'une entreprise nationale de cybersécurité a fait une offre d'acquisition, j'avais 94 employés, des opérations dans 12 États et des revenus annuels que mon père aurait mis 3 vies à égaler. L'acquisition a été conclue pour $940 millions. Ma participation personnelle, après 7 ans de dilution à travers les rondes de financement, s'élevait à 47 millions. Le titre apparut ce soir-là sur 3 médias économiques et un segment d'information câblé qui a diffusé la photo de mon entreprise à côté du prix d'acquisition en texte blanc sur une bannière bleue. À 21h, mon téléphone était plein de messages de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, des camarades de collège, d'anciens collègues du fournisseur de services géré, un fournisseur que j'avais utilisé la deuxième année, tous chaleureux, tous sincères, puis coincé entre un SMS de félicitations de mon premier analyste et une notification LinkedIn dont je me fichais. Il y avait ma mère. Dîner de famille. Pas d'excuses. Pas de félicitations, pas « je suis fier de toi », pas un point d'interrogation ou une invitation, une instruction délivrée sur le même ton plat et déclaratif qu'elle avait utilisé quand elle m'avait dit de laisser Aurore entrer dans le bureau il y a 7 ans. Et quand elle m'a appelé un mois plus tard pour me demander pourquoi je rendais cela plus difficile que nécessaire après le départ des clients, j'ai lu le texte 2 fois et j'ai posé le téléphone sur la table de chevet. Je n'étais pas allé dans cette maison depuis 7 ans. Je n'avais pas parlé à mon père depuis la confrontation à la table à manger.
Je n'avais pas parlé à ma mère depuis un appel téléphonique la deuxième année de la reconstruction quand elle m'avait demandé si j'étais toujours fâché à propos de cette histoire d'entreprise. Et je lui avais dit que je n'étais pas fâché, j'étais parti. Et elle avait dit, tu reviendras. Et je n'avais rien dit. Et l'appel s'était terminé. Je n'avais pas parlé à Aurore du tout. Il ne m'avait pas contacté quand je dormais dans un studio avec un radiateur qui cliquetait. Il ne m'avait pas contacté quand j'ai signé mon premier client dans la nouvelle ville, ni mon 10e, ni mon 50e. Ils m'ont contacté quand le nombre à l'écran avait suffisamment de virgules pour justifier un dîner du dimanche. Ce n'est pas une famille. C'est une facture. Mais j'allais y aller parce que j'avais quelque chose à apporter. J'ai failli ne pas répondre à son message. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton de suppression pendant une bonne dizaine de secondes. Puis je l'ai relu. Pas d'excuse. Elle n'a pas écrit « quand tu auras le temps » ou « si tu veux ». Elle l'a écrit comme une convocation. La même femme qui a vu mon père démolir mon entreprise et a ensuite mis en place la comptabilité pour la remplaçante avait la confiance nécessaire pour me donner un ordre. Cette confiance m'a dit quelque chose. Elle pensait toujours que l'ancienne version de moi était opérationnelle. Je dois remonter 3 ans en arrière pour expliquer ce qui s'est passé ensuite. Quand mon entreprise en était à sa 5e année, j'ai reçu un appel d'un homme nommé Clément Mercier. Clément avait 62 ans, possédait une petite entreprise de conseil en cybersécurité et était le partenaire de golf de mon père depuis plus d'une décennie. Son entreprise venait de déposer le bilan. Il était amer, fauché et n'avait plus rien à protéger, ce qui en faisait la personne la plus honnête à qui j'avais parlé depuis des années. Ton père a investi 80 000 $ dans mon entreprise, Sacha. En espèces, des économies personnelles. Il l'a fait le même mois où ta sœur a commencé dans ton bureau. Il m'a dit qu'il redirigerait tes clients vers moi en premier parce que ma firme avait la capacité et la tienne était, selon ses mots, trop petite pour rivaliser à l'échelle. 3 de tes 12 clients sont passés par ma firme. Le reste, il l'a passé à Aurore parce que je ne pouvais pas gérer le volume. Quand mon entreprise a coulé, ton père a tout perdu. Il ne l'a jamais dit à ta mère. Il ne te l'a jamais dit. Et il ne m'a plus jamais appelé après le dépôt de bilan. Je suis resté dans mon bureau, le téléphone pressé contre l'oreille et la ligne d'horizon de la ville à travers la fenêtre. Et je n'ai pas parlé pendant un long moment. Clément a attendu. Il n'appelait pas pour m'aider. Il appelait parce que l'amertume a besoin d'un public, et j'étais la seule personne qui comprendrait exactement ce que les 80 000 $ de Benoît avaient coûté. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que j'ai tout perdu et ton père est parti comme s'il n'avait jamais été impliqué. Il a mis 80 000 $ dans mon entreprise, a pris tes clients pour la nourrir, et quand tout s'est effondré, il a fait comme s'il n'avait jamais été là. Je veux que quelqu'un sache quel genre d'homme il est. Et j'ai pensé que tu avais déjà une assez bonne idée. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Je suis resté avec cette information pendant 6 jours avant d'en parler à qui que ce soit, la retournant dans ma tête comme une pierre que je ne pouvais pas poser. Mon père n'avait pas détruit mon entreprise par amour pour Aurore ou par conviction en son MBA. Il l'avait détruite pour protéger un investissement financier personnel dans un concurrent. Aurore était le débordement. Le discours sur le magasin de pneus et l'imprimante cassée était une performance conçue pour faire passer l'intérêt financier personnel pour de la sagesse paternelle. Et l'investissement n'avait rien rapporté. Puis j'ai parlé à Marc. Marc Desvaux était mon COO. Nous nous sommes rencontrés 4 ans après la reconstruction, quand il faisait des audits de cybersécurité en freelance et que je l'avais embauché pour un contrat de 3 mois qui s'est transformé en poste permanent parce qu'il était meilleur dans ce travail que quiconque que j'avais interviewé auparavant. Il avait 30 ans, était précis et la seule personne dans ma vie professionnelle qui connaissait l'histoire complète de la première entreprise parce qu'il avait posé les bonnes questions pendant sa première semaine et que je lui avais fait suffisamment confiance pour répondre sans retouche. Quand j'ai parlé à Marc de l'appel de Clément, il s'est assis en face de moi dans la salle de conférence pendant 2 minutes entières sans parler. Il lisait mon visage comme il lisait les journaux de réseau, cherchant le schéma derrière les points de données. Donc, ce n'était jamais à propos d'Aurore. C'était à propos de 80 000 $. Et Aurore était l'équipe de nettoyage. Elle a eu les clients que Clément ne pouvait pas gérer et les 9 restants. Marc s'est penché en arrière. Il a tapoté son stylo sur la table une fois. L'entreprise de ta sœur, Ashford Digital. Leurs revenus sont en baisse depuis 18 mois.
J'ai vu leurs chiffres de rétention client dans les rapports de l'industrie. Ils perdent des comptes chaque trimestre. Je savais que la firme d'Aurore avait atteint un pic d'environ 2 millions par an en revenus vers la 4e année et était en déclin depuis. Les clients qu'elle avait volés arrivaient à la fin de leurs contrats originaux et sans l'infrastructure technique que j'avais intégrée dans les packages de services. Le produit s'était dilué en quelque chose de générique. Elle fonctionnait grâce aux références et aux introductions de son père, et les deux se tarissaient. Tu pourrais l'acquérir, a dit Marc. Je n'ai pas répondu pendant un moment. L'idée me trottait dans la tête depuis l'appel de Clément, mais je ne l'avais pas laissé avancer car je n'étais pas sûr si c'était de la stratégie ou de la rancune. Marc m'a regardé réfléchir. Une entité de détention. Elle ne connaîtrait pas l'acheteur. Structure de SPV standard, propre, légale. Ton équipe MEA gère la paperasse. Elle signe. Elle est payée à la juste valeur marchande. Et chaque client qu'elle a pris revient à l'entreprise d'où ils ont été volés. Elle finira par le savoir. Elle le saura quand tu voudras qu'elle le sache. C'est le but. C'est ce que nous avons fait. 3 semaines avant le gros titre des 940 millions de dollars, mon équipe de MEA a structuré l'acquisition par le biais d'une entité de détention enregistrée sous un nom n'ayant aucun lien visible avec moi. Aurore a reçu une lettre d'offre de ce qui semblait être un groupe d'investissement de taille moyenne consolidant des firmes de cybersécurité régionale. L'offre était de 2,1 millions de dollars, valeur marchande juste pour une entreprise avec des revenus en baisse et des contrats vieillissants. L'avocat d'Aurore a examiné les termes. Son comptable a examiné les termes. Tout était clair parce que c'était clair. Il n'y avait pas de tromperie dans la paperasse. La seule chose qu'Aurore ne savait pas était le nom de la personne derrière l'entité de détention. Et elle n'a pas demandé parce que le chèque était réel et que l'entreprise était en difficulté et qu'elle avait besoin de la sortie. Elle a signé un mardi après-midi dans une salle de conférence du bureau de son avocat. Le mercredi, les documents de transition étaient déposés auprès de l'État. Le jeudi après-midi, chaque client qui avait été volé à ma première entreprise il y a 7 ans était de retour sous un toit portant mon nom. Les 12 comptes avaient diminué à 8 au fil des ans, certaines entreprises ayant fermé ou changé de fournisseur. Mais ceux qui restaient étaient les originaux. Ils étaient à moi avant d'être à qui que ce soit d'autre. 3 jours après le gros titre, je me suis rendu au bureau d'Aurore, mon bureau maintenant. Le parking du centre commercial était à moitié vide, et l'enseigne sur la porte vitrée disait toujours Bashford Digital Solutions en lettres bleues foncées qui commençaient à s'écailler sur les bords. J'avais la clé. La réceptionniste n'était pas encore là. Le couloir sentait le nettoyant pour moquette commerciale et le vieux café, et le néon au-dessus de la kitchenette bourdonnait à une fréquence que je pouvais sentir derrière mes yeux. Le personnel avait été informé de l'acquisition, mais pas de l'identité de l'acheteur. J'avais la clé. J'ai dépassé le comptoir d'accueil et j'ai longé un court couloir jusqu'au bureau du fond où Aurore avait travaillé pendant 7 ans. Le personnel avait été informé de l'acquisition, mais pas de l'identité de l'acheteur. Et les 2 employés qui étaient déjà là m'ont regardé comme un étranger avec une clé, ce que j'étais exactement. Le bureau d'Aurore était propre, à l'exception d'une petite succulente dans un pot blanc et d'une photo encadrée d'elle et de nos parents à un événement auquel je n'avais pas été invité. Son ordinateur était éteint. Le classeur se tenait contre le mur, en métal gris, 3 tiroirs cabossés sur le côté gauche où quelqu'un l'avait frappé ou avait laissé tomber quelque chose de lourd dessus au fil des ans. J'ai ouvert le 3e tiroir. Il y avait un dossier étiqueté et clients originaux dans une écriture qui n'était pas la mienne. L'écriture d'Aurore. Je l'ai sorti et j'ai feuilleté les onglets jusqu'à le trouver. Le formulaire d'inscription Becker et Marsh. Mon écriture sur chaque ligne. Mon nom en bas. La date 7 ans auparavant. Je l'ai retourné et il était là. La tache de café s'était estompée en un brin clair à peine visible sur le papier blanc cassé, mais indubitable si vous saviez la chercher parce que c'était vous qui aviez posé la tasse. Je l'ai tenue longtemps. Il y a un sentiment spécifique qui vient de la découverte de quelque chose que vous avez fait de vos propres mains dans un endroit qui a été construit sur le fait de vous le prendre. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la satisfaction. C'est de la reconnaissance. Le formulaire savait qu'il n'avait pas sa place là. Il avait attendu dans le mauvais tiroir, dans le mauvais bureau, sous le mauvais nom pendant 7 ans. J'ai failli le laisser. Je suis resté là à le tenir et j'ai pensé à le glisser de nouveau dans le dossier, à fermer le tiroir et à partir.
Le laisser dans les archives d'une entreprise qui n'appartenait plus à la personne qui l'avait volé. Puis je l'ai retourné une fois de plus et j'ai regardé la tasse de café, et je me suis souvenu du matin où je l'avais remplie. La tasse en équilibre sur le bord d'un bureau porte, l'imprimante bloquée et bourdonnante, le chauffe-eau qui cliquetait derrière le rack de serveur dans le placard. Je ne pouvais pas laisser ma propre écriture dans le classeur de quelqu'un d'autre. J'ai appelé Marc. Il a roulé 40 minutes pour me rejoindre. Quand il est arrivé, j'étais assis au bureau d'Aurore, tenant le formulaire. Il l'a regardé, a lu la date, a lu le nom du client et a posé sa main sur mon épaule pendant 3 secondes. Nous allons l'encadrer. Il n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. J'ai mis le formulaire dans une chemise cartonnée avec les documents d'acquisition, j'ai scellé l'enveloppe et je l'ai posé sur le siège passager de ma voiture. Le dîner était dans 4 jours. Jour 7, la salle à manger des Blackwell. Je n'avais pas été dans cette maison depuis 7 ans. Le luminaire du porche était le même que mon père avait installé quand j'étais au lycée, une lanterne en laiton peinte 2 fois. Les marches de l'entrée avaient été refaites. La boîte aux lettres était neuve. Tout le reste était identique, y compris la table à manger visible à travers la fenêtre avant, dressée pour le dîner comme une scène arrangée avant l'arrivée du public. Juliette a ouvert la porte et a vu Marc debout à côté de moi sur le porche. Son visage s'est tendu comme il le fait quand une pièce qu'elle pensait contrôler a soudain une variable qu'elle n'avait pas prévue. Qui est-ce? Mon partenaire commercial, Marc Desvaux, il reste dîner. Elle n'a pas argumenté, mais ses yeux se sont posés sur la chemise cartonnée sous mon bras et y sont restés une demi-seconde de plus que de façon désinvolte. Elle a dit un autre endroit. Benoît était déjà à table à sa place habituelle, en bout de table, et il s'est levé quand je suis entré et m'a tendu la main comme si nous nous rencontrions à un événement de réseautage, comme si les 7 dernières années de silence avaient été un problème d'emploi du temps plutôt qu'une conséquence. J'ai serré sa main parce que refuser aurait donné le mauvais ton à ce que j'avais prévu. Aurore était dans l'embrasure de la cuisine, tenant un verre de vin rouge, et elle m'a souri avec la chaleur spécifique d'une personne qui s'est convaincue que le temps guérit les choses pour lesquelles elle ne s'est jamais excusée. Sacha, ça fait plaisir de te voir. Juliette a servi du poulet rôti, des pommes de terre et des haricots verts, le même repas qu'elle préparait les dimanches quand j'étais adolescent, et la famille fonctionnait encore comme une seule. Benoît a versé du vin. Marc s'est assis à côté de moi et n'a rien dit, lisant la pièce comme il lisait un environnement de sécurité, cataloguant les sorties et les vulnérabilités. Le bavardage a duré environ 12 minutes. Juliette a posé des questions sur l'acquisition. Benoît a posé des questions sur la structure de l'entreprise, la taille de l'équipe, la clientèle, et chaque question portait la connotation d'un homme qui mesurait quelque chose dont il voulait une part. Puis il s'est penché en arrière sur sa chaise, un verre de vin à la main, et a prononcé ce qu'il croyait clairement être un généreux hommage. 940 millions. Pas mal pour un gamin qui a commencé au-dessus d'un magasin de pneus. Il l'a dit comme un toast. Comme si le magasin de pneus était une charmante histoire d'origine au lieu du bureau qu'il avait vidé. Comme si l'imprimante cassée et la porte étaient des détails nostalgiques dans un récit de succès dont il revendiquait maintenant une paternité partielle. Aurore a levé son verre. Juliette a souri. Je n'ai pas levé le mien. J'ai posé le dossier sur la table à côté de mon assiette et j'ai regardé Marc. Marc. Marc a ouvert le dossier. Il a lu sans inflexion, sans commentaire, comme une personne lit un dossier légal au procès-verbal. Il y a 3 semaines, Blackwell Cyber Security a acquis une firme appelée Ashford Digital Solutions pour 2,1 millions de dollars par le biais d'une entité de détention. Ashford Digital Solutions a été fondée par Aurore Blackwell il y a 7 ans. Sa clientèle originale consistait en 12 comptes précédemment desservis par la première firme de Sacha Blackwell, qui a cessé ses opérations après que ses clients aient été redirigés par Benoît Blackwell. La pièce s'est arrêtée, pas de façon dramatique, mais doucement, comme une pièce s'arrête quand quelqu'un lit quelque chose qui ne peut être retiré. Aurore a posé son verre de vin trop lentement, comme si elle gagnait du temps avec le mouvement. Tu as acheté mon entreprise. J'ai racheté ce qui était à moi. La main d'Aurore s'est déplacée vers le pied de son verre de vin et y est restée, le serrant. Je ne savais pas que l'acheteur était toi. Les avocats ont tout géré. L'entité de détention, la paperasse. Je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. C'était le but. Elle a ouvert la bouche pour dire autre chose, puis l'a refermée. Juliette regardait entre Aurore et moi,
traitant ce que Marc avait lu, déroulant la chronologie dans sa tête. Benoît n'avait pas bougé. Son visage gardait l'expression qu'il avait portée pendant le toast, mais les muscles sous-jacents étaient devenus rigides. J'ai fouillé dans le dossier et j'ai posé le formulaire d'inscription sur la table à côté des documents d'acquisition. Becker et March, mon écriture, la tache de café faiblement visible à travers le dos de la page. C'était dans votre classeur, 3e tiroir, dossier étiqueté et clients originaux. J'ai rempli ça quand j'avais 25 ans. Dans une pièce au-dessus d'un magasin de pneus avec une imprimante cassée et une tasse de café en équilibre sur le bord d'un bureau que j'avais fabriqué avec une porte. Les yeux de Benoît se sont posés sur le formulaire. Il ne l'a pas ramassé. Il l'a regardé comme une personne regarde une photo dont elle avait oublié l'existence. Papa, pourquoi as-tu redirigé mes clients vers Clément Mercier avant de les donner à Aurore? Le nom de Clément Mercier est tombé dans cette pièce comme une pierre jetée dans une eau calme. La fourchette de Benoît, à mi-chemin de sa bouche, s'est arrêtée. Il l'a posée sur l'assiette et le bruit du métal contre la céramique fut le plus fort de la maison. Sa main gauche est tombée sous la table et y est restée, serrant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Sa bouche ouverte, sa langue a touché sa lèvre inférieure. Il ressemblait à un homme essayant de se souvenir d'un mensonge qu'il avait raconté il y a si longtemps qu'il avait oublié que c'était un mensonge. Clément m'a appelé il y a 3 ans, papa, après que son entreprise ait fait faillite. Il m'a parlé des 80 000 que tu avais investis dans sa firme. Tu lui as redirigé 3 de mes clients en premier parce que son entreprise était celle dans laquelle tu avais de l'argent. Les 9 autres sont allés à Aurore parce que Clément ne pouvait pas gérer le volume. Tu n'as pas détruit mon entreprise pour Aurore. Tu l'as détruite pour protéger ton propre investissement et l'investissement n'a rien rapporté. Benoît n'a pas regardé Juliette. Il n'a pas regardé Aurore. Il a fixé le saleron au centre de la table comme si c'était le seul objet neutre restant dans la pièce. Juliette s'est penchée en avant. Sa voix a pris le registre qu'elle utilisait quand elle croyait être la personne raisonnable dans la pièce. Tu ne pouvais même pas garder une douzaine de clients quand tu avais 25 ans. Tu avais besoin de ta sœur et tu appelles ça du vol. Si ces clients avaient voulu rester avec toi, ils seraient restés. Ton père t'a aidé. Il a aidé Aurore. La seule différence est qu'elle a su garder ce qu'on lui avait donné. Quoi que tu aies maintenant, tu ne l'as pas construit seul. Personne ne construit rien seul. Alors arrête de faire comme si le monde te devait une ovation pour avoir fait ce qu'Aurore a fait avec moins de bruit. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai parlé et je n'ai pas élevé la voix car les chiffres étaient plus forts que tout ce que je pouvais crier. Il y a 7 ans, j'avais 12 clients. Vous avez appelé chacun d'entre eux, papa. Vous avez utilisé votre nom, votre réputation, et vous leur avez dit de me quitter. Vous en avez redirigé 3 vers la firme de Clément Mercier où vous aviez 80 000 $ investis. Les autres sont allés à Aurore. Maman a géré les livres. Personne ne m'a demandé. Personne ne m'a prévenu. Je suis arrivé au bureau un lundi et le téléphone avait cessé de sonner. Vous n'avez pas seulement pris mes clients. Vous avez pris mon premier contrat, mes formulaires d'inscription, mon écriture. Vous les avez donnés à Aurore et elle les a mis dans un classeur et les y a laissés pendant 7 ans. Et quand j'ai construit quelque chose à partir de rien, quand j'ai recommencé dans une ville où je ne connaissais personne. Quand j'ai travaillé pendant 7 ans jusqu'à ce que l'entreprise vaille 940 millions de $, la première chose que maman a envoyée n'était pas « félicitations ». C'était les dîners de famille. Pas d'excuses. Vous n'aviez pas d'excuses quand vous avez démoli mon entreprise. Je n'ai pas besoin de votre dîner. Le verre d'eau d'Aurore s'est incliné dans sa main. Elle l'a rattrapé, mais une traînée d'eau a coulé sur le côté de la nappe en une fine strie qui s'est étendue dans le tissu. Benoît a essayé de reprendre le contrôle de la pièce. C'est des affaires, Sacha. Tu rends ça personnel. Vous avez appelé ça une entreprise de jouets. Vous m'avez traité de gamin avec une imprimante cassée. Vous m'avez dit qu'elle ferait plus avec mes clients que je ne le ferai jamais. C'était personnel le jour où vous l'avez dit. Juliette a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas fini. Maman, tu as dit que personne ne construit rien seul. Tu as raison pour la première entreprise. Papa a contribué. Il a contribué aux appels téléphoniques qui l'ont tué. J'ai construit la seconde à partir d'une table pliante dans un studio, sans investisseurs, sans famille et sans appel téléphonique d'un père offrant son aide. Cette entreprise vaut 940 millions de $ et la firme de votre fille est une ligne budgétaire à l'intérieur.
J'ai regardé Benoît, puis Juliette, puis Aurore. Vous lui avez donné 12 clients et elle a bâti une entreprise de 2 millions de dollars. J'ai commencé avec 0 et j'en ai bâti une qui vaut 940 millions. J'ai acheté la sienne il y a 3 semaines. Personne n'a parlé. Marc a fermé le dossier doucement. Aurore regardait le formulaire d'inscription sur la table, l'écriture qui n'était pas la sienne, le contrat pour un client qu'elle avait desservi pendant 7 ans sans jamais l'avoir vraiment gagné. L'entreprise d'Aurore est maintenant une filiale de la mienne. Ses clients, mes clients d'il y a 7 ans, rapportent à mon équipe d'infrastructure. Les 80 000 dollars que papa a perdus dans la firme de Clément sont partis. Je ne les remplacerai pas. Je ne financerai rien dans cette maison. Et la prochaine fois que vous voudrez un dîner de famille, souvenez-vous que la dernière fois que j'ai été invité à cette table, c'était pour remettre ma liste de clients. Cette table m'a déjà coûté assez cher. J'ai ramassé le formulaire d'inscription et je l'ai glissé de nouveau dans le dossier. Marc s'est levé. J'ai repoussé ma chaise et nous sommes allés ensemble à la porte d'entrée. Juliette était assise, les mains sur les genoux, immobile. Benoît n'avait pas bougé depuis que j'avais prononcé le nom de Clément. Aurore fixait la traînée humide sur la nappe où son verre d'eau s'était renversé, traçant le bord avec son ongle, comme si elle essayait de trouver où la ligne s'arrêtait. Nous sommes rentrés dans la voiture de Marc. L'autoroute était vide et les lampadaires passaient sur le pare-brise en bandes oranges. Aucun de nous n'a parlé pendant les 20 premières minutes. Je pensais au visage de Benoît quand j'ai dit le nom de Clément. La façon dont la couleur a d'abord quitté sa mâchoire, puis son front. La façon dont sa main a disparu sous la table comme s'il se maintenait en place. J'ai failli adoucir le coup quand j'ai vu son visage à cette table. Il avait l'air vieux d'une manière que je n'avais pas remarqué auparavant, plus petit sur sa chaise que l'homme qui se tenait près du comptoir de la cuisine il y a 7 ans et avait appelé mon entreprise une entreprise de jouets. La lumière de la salle à manger rendait les rides autour de ses yeux plus profondes qu'elles ne l'étaient probablement. Et pendant une demi-seconde, j'ai ressenti quelque chose d'approchant la culpabilité. Mais ensuite, j'ai pensé au magasin de pneus et au bureau porte et aux 12 appels téléphoniques qu'il avait fait pendant un week-end pour effacer tout ce que j'avais construit afin que son pari de 80 000 dollars n'ait pas de concurrence. Il n'a pas adouci le coup quand il a décroché le téléphone. Je ne lui devais aucune douceur quand j'ai pris le dossier. Marc a rompu le silence. Le renouvellement de Becker et March est dû le trimestre prochain. Option de 3 ans. Envoyez la paperasse déjà rédigée. 11 jours après le dîner, Juliette a appelé. C'était un mercredi soir. J'étais au bureau, terminant un rapport de transition. Sa voix était calme et mesurée. Le genre de calme délibéré qu'une personne pratique devant le miroir ou en voiture, vitre fermée, avant de composer un numéro. Elle avait préparé cela. Chaque mot était placé. Quand ta grand-mère est morte, c'est toi qui as tenu ma main aux funérailles. Tu avais 15 ans. Ta sœur est restée à l'arrière. Tu as tenu ma main pendant 2 heures. C'est qui tu es, Sacha. Tu es celui qui tient bon. S'il te plaît, tiens bon pour cette famille. Elle l'a délivré comme un argument de clôture. La grand-mère, les funérailles, le garçon de 15 ans. Elle me demandait d'être la version de moi-même qui se sacrifiait pour des gens qui n'avaient rien sacrifié pour lui. Elle me demandait de tenir bon alors que tenir bon était précisément l'instinct qui m'avait coûté la première entreprise. J'ai tenu ta main parce que personne ne m'a dit de ne pas le faire. Tu aurais dû tenir la mienne quand papa a pris mon entreprise. J'ai raccroché. Elle a écouté la tonalité pendant 4 secondes avant de reposer le téléphone. Je le sais parce que Marc était dans la pièce quand j'ai passé l'appel et je suis resté là à tenir le téléphone pendant 4 secondes moi-même avant de le poser sur le bureau. Marc n'a pas commenté. Il a pris son café et est retourné à son bureau. Certaines choses n'ont pas besoin d'analyse. Elles ont juste besoin d'un témoin. Le 21e jour, la directrice associée de Becker et March a appelé Aurore. Son nom était Dana et elle avait été le contact principal d'Aurore pendant 7 ans. Elle avait signé les documents de transition originaux lorsque Benoît avait redirigé le compte et elle était restée avec Ashford Digital à chaque cycle de renouvellement sans jamais remettre en question l'origine de la relation. Maintenant, elle avait des questions. Je viens de recevoir les documents de transition de Blackwell Cybersecurity, l'entreprise qui a acquis votre firme. Aurore, le nom du fondateur est Sacha Blackwell. Votre frère. Le même Sacha dont le nom figure sur notre formulaire d'inscription original d'il y a 7 ans.
J'ai le formulaire devant moi en ce moment. Son écriture. Étaient-ils ses clients en premier lieu? Aurore ne pouvait pas le nier. Le formulaire d'inscription portait mon écriture sur chaque ligne. Le contrat était antérieur à Ashford Digital de 3 mois. Dana connaissait déjà la réponse avant de composer le numéro. Elle appelait pour qu'Aurore le dise à voix haute. Nous allons rester avec la nouvelle structure, mais j'avais besoin de vous l'entendre dire. Dana a raccroché. Aurore est restée avec le téléphone pressé contre son oreille un moment après que la ligne soit morte, écoutant le silence dans un bureau qui ne portait plus son nom sur la porte. Le 30e jour, Aurore est allée au bureau pour la réunion de transition finale. L'enseigne avait déjà été remplacée par une pancarte temporaire avec le logo Blackwell Cyber Security. Ces 8 employés étaient réunis dans la salle de conférence, informés par ma directrice d'infrastructure, une femme qu'Aurore n'avait jamais rencontrée, des structures de rapport et des migrations de systèmes. Personne n'a demandé à Aurore de se joindre à la réunion. Elle n'était plus la personne à qui quiconque dans ce bâtiment rapportait. Elle s'est dirigée vers son ancien bureau. Le bureau était vide. L'ordinateur avait été réinitialisé. Le classeur se tenait contre le mur, le 3e tiroir légèrement ouvert. Et elle a pu voir que le dossier des clients originaux avait disparu. Elle a pris la plaque nominative de la porte, celle qui lisait « Aurore Blackwell, directrice générale », et l'a mise dans son sac à main. C'était la seule chose dans ce bâtiment qui venait d'elle, et même cela était monté sur un encadrement de porte qu'elle ne possédait plus. Le 28e jour, Benoît s'est rendu au supermarché à 3 pâtés de maison de la maison et s'est garé sur une place près du fond du parking, loin de l'entrée. Il a coupé le moteur, mais n'est pas sorti. Son téléphone était sur le siège passager. L'écran était sombre. Il est resté là, les 2 mains sur le volant, pendant un moment, regardant les gens pousser des chariots à travers les portes automatiques, puis il a pris le téléphone et a fait défiler jusqu'à mon nom. Il l'a tenu pendant 9 secondes. Je le sais parce que Juliette l'a mentionné à Marc lors d'un appel téléphonique des semaines plus tard que Marc n'attendait pas et que je n'ai pas demandé. Benoît a regardé le nom sur l'écran et son pouce a plané au-dessus du bouton d'appel. Puis il a posé le téléphone face contre le siège en cuir pour que l'écran pointe loin de lui, comme si le nom lui-même était quelque chose qu'il ne pouvait pas regarder plus de 9 secondes sans que cela ne devienne une action qu'il devrait mener à bien. Il a démarré le moteur, a reculé de la place et est rentré chez lui sans rien acheter. Il n'a pas réessayé. Benoît est assis à sa table à manger maintenant. La chaise où j'étais assis est poussée contre le bord. La chaise où Marc était assis est poussée à côté. Personne ne les a bougés. La table est dressée pour 2 la plupart des soirs et Juliette enlève les couverts supplémentaires avant que Benoît ne descende parce que les places vides le faisaient fixer pendant trop longtemps. Les 80 000 $ sont partis. L'entreprise de Clément est partie. Mon entreprise vaut 940 millions de $. Et le nom de Benoît n'est sur rien. Ni un certificat d'action, ni un siège au conseil d'administration, ni un titre de conseiller, pas même une note de bas de page dans le dossier d'acquisition. Aurore appelle moins souvent. Elle a déposé les 2,1 millions et n'a rien commencé de nouveau. La salle à manger a les mêmes dimensions qu'elle a toujours eues, mais les pièces semblent plus grandes quand la moitié des chaises sont vides, et la personne qui les remplissait ne revient pas. Mon bureau est au 16e étage d'un bâtiment avec un hall qui sent le poli marbré et le café frais. Le formulaire d'inscription encadré est accroché au mur derrière mon bureau. Becker et Marsh. 800 $ par mois. Mon écriture sur chaque ligne. La tache de café au dos est invisible derrière la vitre, mais je sais qu'elle est là, de la même manière que je sais que la tasse était bleue et que l'encre séchait encore et que le bureau sentait le caoutchouc du magasin de pneus en dessous. Je n'encadre pas le document d'acquisition. Il est dans un classeur sur l'étagère entre les rapports trimestriels classés sous la lettre A entre 2 onglets à côté de rien d'important. J'encadre le contrat de 800 $ du jour où j'ai commencé parce que c'est celui que j'ai rempli à la main quand personne ne regardait. Et c'est celui qu'ils ont volé et c'est celui que j'ai ramené à la maison. Marc frappe à la porte vitrée. Becker et Marsh ont renouvelé leur contrat de 3 ans cette fois. Je hoche la tête. Le premier client est revenu. Le premier compte toujours le plus.